Abounaï. Je me levai aussitôt et criai de toutes mes forces, en agitant frénétiquement les bras. Je sautai en l'air en hurlant pour qu'il s'arrête, qu'il m'entende, qu'il me voie. Je suis là! Là! Je suis là! Je ne m'arrêtai que lorsque j'eus la gorge en feu et ne pouvais plus crier. Le pétrolier glissait à l'horizon avec une lenteur désespérante. Il ne changeait pas de direction et je sus qu'il ne le ferait plus. Je compris aussi que personne ne regarderait et que même s'il le faisait, l'île tout entière leur apparaîtrait comme une vague petite bosse au loin. Comment pourrait-il me voir ? Impuissant, je dus me contenter de regarder le pétrolier s'éloigner inexorablement de moi, puis disparaître à l'horizon. Tandis que je restais là, sur le sommet de la colline de Gué, à regarder le pétrolier disparaître, une colère brûlante remplaça peu à peu mon désespoir. Si j'avais eu le droit de faire un feu, j'aurais eu au moins une chance, les marins auraient peut-être vu la fumée. Le vieil homme m'avait donné une natte pour dormir, et un drap, je ne l'oubliais pas, il veillait sur moi, il me maintenait en vie, mais il me gardait aussi prisonnier. Quand la dernière trace du pétrolier eut disparu de ma vue, je me promis de ne plus jamais laisser passer ma chance. Je fouillai dans ma poche. J'avais toujours mon précieux morceau de verre. Je décidai de construire un autre feu, pas sur la plage où il pourrait le voir, mais ici, sur la colline de Gué, derrière les rochers et bien caché pour qu'il ne puisse pas le découvrir, même avec des jumelles. Car à présent, tout me portait à croire qu'il en avait. Je ramasserais un grand tas de bois, j'en ferais un phare, mais je ne l'allumerais pas. Je le préparerais bien comme il faut et j'attendrais de voir un bateau. Puisque j'en avais vu un passer, il y en aurait sûrement d'autres. Et quand il viendrait, je ferais brûler un tel brasier que le bateau qui passerait par là ne pourrait pas ne pas le voir. À partir de ce moment, je ne restais plus toute la journée à attendre, assis en haut de ma colline de Gué. J'employais le plus clair de mon temps à fabriquer mon signal de détresse, mon phare. Je prenais de grosses branches dans la forêt et les traînais le long de l'éboulis rocheux. Puis je les empilais, mais du côté de la colline qui donnait sur la mer, un endroit parfait pour être vu de l'océan quand le feu serait allumé, mais bien à l'abri des yeux furteurs du vieil homme que je considérais désormais comme mon geôlier. Il me fallut plusieurs jours de travail intensif pour construire mon phare secret. Une nuit, un orage éclata. Un orage terrifiant, avec une pluie diluvienne et tant de vent qu'il me fut impossible de fermer l'œil. Il fallut 4 jours pour que l'orage passe, mais même au pire moment, mon poisson et mes fruits m'attendaient chaque matin sous la boîte de fer blanc qu'il avait solidement fixée au rocher pour qu'elle ne s'envole pas. Je restais à l'abri dans la grotte avec Stella. Tout ce que nous pouvions faire, c'était regarder la pluie tomber à torrents. Je pensais souvent à mes parents sur la Péguissioux. Je me demandais où ils pouvaient bien être. J'espérais seulement qu'ils avaient pu éviter le typhon, car c'en était un. Puis, un matin, l'orage s'arrêta aussi vite qu'il s'était déclaré. Le soleil brillait et je m'aventurai dehors. Je grimpai aussitôt sur la colline de Gué pour voir si je n'apercevais pas de bateau qui ait peut-être fait fausse route à cause de la tempête. Il n'y avait rien. Ce fut une déception, mais mon phare, au moins, n'avait pas été détruit. Il était trempé, bien sûr, mais intact. Je ne pouvais plus faire de feu jusqu'à ce qu'il sèche. Toute la journée, l'air fut chaud et lourd. Le seul endroit où l'on pouvait se rafraîchir était la mer. Aussi passai-je la plus grande partie de la journée à me prélasser dans l'eau. Je faisais la planche dans l'eau quand j'entendis la voix du vieil homme. Il courait sur la plage, nous criant quelque chose en agitant sauvagement son bâton en l'air. « Yamero! Abounaï! Dangereux! Compris! Pas nager !» Il n'avait pas l'air furieux contre moi
comme la première fois, mais plutôt inquiet. Je regardais la mer autour de moi. Je ne voyais pas de danger particulier. « Pourquoi ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il avait jeté son bâton sur la plage et pataugeait dans l'eau en se dirigeant vers moi. « Pas nager, Dameda, Abunai, pas nager !» Il m'attrapa alors par le bras et me tira de force hors de l'eau. « Dangereux, très mauvais, Abunai !» me dit-il en me montrant la mer. « Pas nager, très mauvais, pas nager, compris ?» Il me regarda dans les yeux d'un air dur, me faisant clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un conseil, mais d'un ordre auquel je devais obéir. Puis il fit demi-tour, récupéra son bâton et retourna dans la forêt. J'étais scandalisé par la monstrueuse injustice de tout son système. Pour commencer, il ne me permettait pas d'allumer de feu. Ensuite, il me bannissait à un bout de l'île, et maintenant je n'avais même plus le droit de nager. J'avais envie de le traiter de tous les noms, mais je n'en fis rien. Je ne retournais pas non plus nager dans la mer. Je capitulais, je cédais, car j'étais obligé de le faire. J'avais besoin de sa nourriture, de son eau. Tant que mon tas de bois ne serait pas sec, tant qu'un autre bateau ne passerait pas, je serais obligé de me conformer à sa loi. Jusque-là, à part quelques coups de cafard quand la nostalgie des miens et la solitude m'empoignaient, j'avais plus ou moins réussi à garder le moral. Mais ce n'était plus le cas. Mon phare restait désespérément humide. Je montais tous les jours sur la colline pour guetter un bateau, et tous les jours la mer s'étendait de toutes parts, vide. Je me sentais de plus en plus isolé, de plus en plus déprimé. À la fin, je décidai de ne plus monter à la colline de Gay, que ce n'était même pas la peine. Je restais donc dans ma grotte le jour aussi, recroquevillé sur ma natte pendant des heures. J'étais abattu, mais en colère aussi. Or, c'est cette colère qui peu à peu me poussa à vouloir me sortir de là. Je grimpai de nouveau sur ma colline de Gay. Je commençai par ramasser des feuilles et des brindilles sèches à la lisière de la forêt, puis je les cachai dans la large fente d'un rocher pour être sûr qu'elles restent toujours sèches et soient utilisables quand le jour viendrait. Mon phare avait enfin séché. Je le reconstruisis de plus en plus haut. Lorsque j'eus fait tout ce que je pouvais, je m'assis et attendis mon heure. Jour après jour, semaine après semaine, j'allais m'asseoir en haut de la colline, mon bout de verre bien poli dans ma poche, mon phare prêt à s'allumer. Quand le jour arriva, quand l'heure vint, je n'étais pas du tout en haut de ma colline. Un matin, encore tout ensommeillé, je sortis de ma grotte. Il était là. Un bateau. Un bateau avec d'étranges voiles d'un brun rouge, sans doute une sorte de jonque chinoise. Et pas si loin que ça. Je courus tout le long du sentier jusqu'au sommet de la colline de Gay. Stella me suivait en aboyant. Je préparais les feuilles sèches que j'avais cachées, pris mon morceau de verre et m'accroupis à côté de mon tas de bois pour allumer un feu. J'arrangeai des brindilles en haut du tas et posai le bout de verre par-dessus, comme je l'avais déjà fait la première fois. Puis je m'assis tout près, priant pour que les feuilles se consument. Chaque fois que je levais les yeux vers la mer, je voyais la jonque s'éloigner lentement, mais elle était toujours là. J'eus l'impression que cela durait une éternité, mais soudain une fine volute de fumée s'éleva, immédiatement suivie de la lueur d'une flamme, se propageant au bord d'une feuille. Je me penchai pour souffler doucement sur le feu et lui insuffler la vie. C'est alors que je vis ses pieds. Je levai les yeux. Le vieil homme se tenait en face de moi, me regardant d'un air furieux et meurtri. Il ne dit pas un mot, mais se mit à piétiner mon embryon de feu. Il s'empara de mon morceau de verre et le jeta violemment contre un rocher plus bas où il se brisa en 1000 morceaux. Je ne pouvais rien faire d'autre que le regarder en pleurant, tandis qu'il donnait un coup de pied dans mon précieux tas de feuilles sèches, qu'il démantelait mon phare, lançait les branches et les brindilles, une par une, en bas de la colline. Désormais, il ne restait pratiquement rien de mon phare. Je m'attendais à ce que le vieil homme se mette à m'injurier. Au contraire, il me parla très calmement. « Dameda » me dit-il.
Mais pourquoi ? M'écriai-je. Je veux rentrer chez moi. Il y a un bateau, vous ne le voyez pas. Je veux simplement m'en aller, c'est tout. Pourquoi m'en empêcher ? Pourquoi ? Je crus déceler dans son regard comme un éclair de compréhension. Puis, avec la plus grande raideur, il s'inclina très bas en disant « Come nasai, come nasai. Désolé, très désolé. » Là-dessus, il me quitta et disparut dans la forêt. Je décidai immédiatement de le défier. J'étais si furieux que je ne me préoccupais plus des conséquences de ma désobéissance. Stella sur mes talons, je longeai la plage, puis m'arrêtai devant la ligne de démarcation sur le sable, et là, délibérément, je la franchis. Je voulais qu'il sache exactement ce que je faisais. « Vous me voyez, vieil homme ?» lui criai-je. « Je suis passé de l'autre côté. J'ai franchi votre ligne imbécile. Et maintenant, je vais nager. Je me fiche de ce que vous pouvez dire. Vous pouvez arrêter de me donner à manger, je m'en fiche. Vous m'entendez, vieil homme ?» Je me retournai, traversai la plage en courant et me précipitai dans l'eau. Je nageai furieusement jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et loin du rivage. « La mer est à moi autant qu'à vous !» criai-je. « Et je nagerai autant que je le voudrais. » Alors je le vis. Il apparut soudain en bordure de la forêt. Il me cria quelque chose en agitant son bâton. C'est à ce moment-là que je sentis une douleur cuisante dans la nuque, dans le dos et dans mes bras aussi. Une grande méduse blanche flottait juste à côté de moi et me touchait avec ses tentacules. J'essayais de m'éloigner, mais elle me pourchassait. Elle me toucha de nouveau, aux pieds cette fois. La douleur fut immédiate et atroce. Elle envahit tout mon corps, comme une décharge électrique continue. Je sentis mes muscles se raidir. Je voulus battre des pieds pour me rapprocher du rivage, mais ce fut impossible. Mes jambes semblaient paralysées, mes bras aussi. Je coulais et ne pouvais rien faire pour m'en empêcher. Je hurlai et l'eau entra dans ma bouche. J'étais en état de choc. J'allais mourir, j'allais couler, mais peu m'importait. Je voulais simplement que la douleur s'arrête. Et la mort, je le savais, l'arrêterait.